Angle mort pour traiter des sujets de l'actualité, les sujets les plus brûlants de l'actualité, avec un angle que vous n'avez pas vu durant toute la semaine. Comme d'habitude, à ma droite, Yassine Merzougi, marhaba. Bonsoir, Sahaftokum. Merci beaucoup. À ma gauche, comme d'habitude, Tarek Hafed, Souriant, marhaba. Bien, Sahaftokum. Et à vous aussi, à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Une première question, Yassine Merzougi, on va commencer par vous. Cette fois-ci, l'Argus qui a rendu, enfin les douanes algériennes qui ont rendu les prix des véhicules d'occasion. Enfin. Oui, il faut dire que ça a traîné en longueur. Les services de douane ont pris beaucoup de temps pour mettre au point et rendre public l'Argus qui concerne les véhicules, l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah. Donc, l'Argus est disponible. Donc, tous les Algériens, c'est la bonne nouvelle que tout le monde attendait. Les Algériens sont désormais en mesure de ramener des véhicules de moins de 3 ans et pouvoir les dédouaner normalement à travers les différents postes frontaliers. Donc l'activité, elle a déjà démarré, elle a commencé l'activité. Oui, tout était lié à la publication de l'Argus. Parce qu'il y avait un problème, comment évaluer la facture de douane pour chaque véhicule. Maintenant, pour chaque type de véhicule, il y a un barème pour la première année, deuxième année, troisième année d'usage et tout. Donc, tout est clair, tout est précis. Et même s'il y a des décalages entre la facture de l'acheteur qui est déclaré, il y a un décalage. Il y a des procédures pour arbitrer entre l'Argus et la facture du client. Très bien. Tarek Hafed, un mot sur ça, un commentaire sur ce... Parce que ça fait des années que les Algériens tentent des voitures, cette fois-ci elles arrivent. Surtout... elles ont trop tardé, mais elles arrivent. On a une idée pour l'automobiliste algérien, c'est de dire, si je ramène une voiture d'occasion de moins de 3 ans, donc de l'étranger, elle sera moins chère, elle sera de meilleure qualité. Oui. Parce qu'on a une idée aussi, c'est... tout ce qui se vend en Europe. Parfois, on ne sait pas, c'est voilà, que tout ce qui est destiné au marché européen, au marché donc, où il y a des normes très précises, donc la qualité des véhicules sont meilleures. Enfin, je ne sais pas si ça vient de l'expérience, parce qu'on a eu une grande expérience dans tout ça, mais le véhicule, ça répond à des normes. Exactement, le véhicule répond à des normes. Sauf que un automobiliste qui va acheter un véhicule de moins de 3 ans, qui va venir ici en Algérie, va présenter une facture. Il ne faut pas qu'il ait dans l'idée que je vais présenter n'importe quelle facture. C'est-à-dire que la facture, ce n'est qu'un indice sur lequel les services des douanes vont se baser, mais la véritable cote, c'est la cote de l'Argus, donc qui est officielle. Enfin, c'est le prix de référence, quoi. Exactement, c'est le prix de référence de chaque véhicule d'occasion, comme expliquait Yassine, par année de mise en circulation. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Une autre question, enfin, on demande plus d'éclairage sur la question. La dernière fois, on a évoqué le sujet, c'est les banques algériennes qui ambitionnent de s'installer dans des pays étrangers. Ils ont commencé par l'Afrique, la BNA Tarak qui ouvre sa première agence au Sénégal. La BNA qui a eu effectivement hier elle a eu son agrément, donc elle est agréée en qualité de banque à part entière au Sénégal, et donc avec un capital de 100 millions de dollars, ce qui est conséquent, et avec l'objectif de devenir une banque de référence, une banque pour les opérateurs algériens. C'est en tout cas l'objectif assigné aux banques algériennes, et de devenir aussi par la suite des banques primaires, c'est-à-dire dans les pays où elles vont s'installer. Yassine Merzougi, une plus-value, l'intérêt de l'économie nationale lorsqu'une banque s'installe à l'étranger. Bon, tout d'abord, il faut dire bravo à M. Nebou, le DG de la Banque d'Algérie. Il a vraiment milité pour obtenir ce résultat, parce qu'il avait en face
l'Wafa Tijari, c'est une banque marocaine qui a réussi à détrôner pratiquement toutes les banques françaises, les banques étrangères au niveau des pays Afrique de l'Ouest. de l'Afrique de l'Ouest et du Haut. Donc, c'était un défi s'imposer auprès de cette banque marocaine qui est souvent utilisée par le Makhzen dans des opérations beaucoup plus politiques que commerciales. Bon, c'est une bonne chose que la BNA s'installe à Dakar. Et quand on parle de Dakar, d'Abidjan, de Cotonou et tout, donc si on est présent dans une ville, on est présent pratiquement dans tous les pays. Il y a une interconnexion. Il y a une interconnexion entre les banques des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une dynamique, il y a une synergie entre ces banques-là. Et donc, c'est une bonne chose. Il y a aussi le capital social, quand même, qui est 100 millions de dollars. C'est pas rien dans un pays où chaque million de dollars coûte son pesant d'or pratiquement. Donc, ça témoigne un peu de l'intention des autorités algériennes à aller, parce que si on était dans une logique de banque commerciale, banque d'affaires, on aurait pu aller avec 20 millions, 30 millions. Là, avec 100 millions, c'est dans la stratégie d'une banque d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a un large éventail d'affaires, c'est-à-dire le commercial, les affaires courantes, la gestion des comptes, le commerce extérieur. Et avec cette somme faramineuse, je crois que la BNA a l'intention d'aller croiser le fer avec les autres banques pour aller vers l'investissement. Et ça, c'est ce qui est nouveau, c'est dans cette région, c'est les banques turques et les banques chinoises. من قبل les Marocains c'est une opération de commerce extérieur, de transfert de devises et tout, ils prennent leur commission et ça s'arrête là. Maintenant, c'est les banques chinoises et les banques turques qui sont allées vers les projets d'investissement. Ils sont là dans le capital ou bien dans le financement de plusieurs projets dans la région de l'Afrique de l'Ouest et l'Algérie qui commence à s'inscrire dans cette logique. Donc c'est une bonne chose pour le pays. Là, on va avancer des arguments importants pour se mettre en valeur dans ce pays qui est le Sénégal. Merci Yassine. Juste oui, une précision. Oui. Pourquoi le fait d'avoir une banque algérienne au Sénégal et dans le pays d'Afrique de l'Ouest? Un cas vraiment concret. Quand un opérateur algérien fait une opération d'exportation vers un pays, il y a plusieurs cas. Moi, j'en connais un bien précis. Il a fait une opération d'exportation vers le Mali. Au moment de transférer donc, le fruit de cette opération, son client était client chez une banque, donc Tijari Wafa. Sauf que la réglementation algérienne dit que si les fonds ne sont pas rapatriés au bout de 3 mois, il y a une mise en demeure de la Banque d'Algérie. Étant client, donc son client étant lui-même client de cette banque marocaine, la banque a arrêté l'opération et donc l'opérateur algérien a eu de graves problèmes. Ouais. Donc, Roma, bien sûr, autant les banques françaises que les banques marocaines connaissent très bien la réglementation algérienne et jouent sur ça. Maintenant, le fait d'avoir une banque algérienne en Afrique de l'Ouest, ça va commencer par le Sénégal et ça devrait aller, notamment, je sais qu'il y a aussi un projet en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest,
ça va grandement faciliter et éviter justement ce type de problème. Très bien, très bien. Au-delà de cette question de la lettre de crédit, d'abord dans des pays comme CEDEAO, ils ne connaissent pas ce que c'est que la lettre de crédit. La LC, ils ne connaissent pas. Donc, en face de cette information qui concerne la finance, il y a aussi, c'est un scoop aussi pour le journal, donc c'est la compagnie maritime algérienne qui va inaugurer au courant de la semaine une ligne allant vers le Sénégal. Cette ligne maritime va prendre son départ à partir du port de Zinzine à Jijel pour desservir ensuite les ports d'Alger, d'Oran, et puis doit passer par Nouakchott en Mauritanie et finir au Sénégal, au port de Dakar. Ça, c'est un argument supplémentaire pour les opérateurs algériens qui veulent écouler leurs marchandises sur le marché africain. Je crois que c'est une bonne opportunité d'être présent à Nouakchott et à Dakar. Donc ça permet d'aller vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc les gens qui produisent la céramique, beaucoup de produits qui avaient des difficultés à les expédier dans ces pays-là, je crois que maintenant, il y a d'abord le transport qui est garanti par la compagnie maritime nationale et puis la garantie que les fonds de l'exportation soient rapatriés dans des délais raisonnables et ne pas dépasser les 3 mois qui sont le max accordé par la Banque d'Algérie. Donc c'est une bonne chose pour les exportateurs. Et même pour l'importation de certains produits qui sont très concurrentiels au niveau de ces 2 pays, pour les ramener en Algérie, c'est une bonne chose pour le commerce algérien. Merci pour toutes ces indications et ces détails. Tarek Hafid, cette semaine, il y a eu une polémique, une ex-ministre donnée par certains comme nouveau client de la justice. Il s'agit de Samia Molfi, l'ex-ministre de l'Environnement. Oui, tout à fait. Enfin, il y avait polémique jusqu'à ce que la présidence réagisse via un communiqué pour mettre fin à cette polémique. Enfin, il n'est pas la seule, entre autres Samia Molfi. Oui, en fait, tout a commencé par la mise en examen de l'ex-ministre Diafet. Diafet mis sous mandat de dépôt. Voilà, placé sous mandat de dépôt. Ensuite, donc, il y a tout vient finalement, d'après ce qu'on a pu voir, hein, de ces influenceurs qui sont à l'étranger, pseudo-influenceurs qui interviennent dans la vie politique, la vie publique algérienne, et qui ont dit qu'il y a 3 ex-ministres qui sont aussi concernés par des affaires en justice. Et le cas de Samia Molfi, l'ex-ministre de l'Environnement, a été cité. Donc, au début, ça avait commencé comme ça. Ensuite, c'est un site algérien qui a donné l'information. Là, ça a pris une autre ampleur. Elle les a contactés. Donc, l'ex-ministre Molfi les a contactés. Ils ont dit qu'en fait, ça se limitait juste à avoir repris des ragots. Ils ont présenté des excuses. Ils ont publié un démenti. Et le lendemain, un journal régional de l'Est qui a publié alors en une, elle est vraiment concernée par cette affaire, Daloubé à la une, et c'est sorti comme ça, donc c'est une atteinte. Les gens ne sont pas conscients de publier des choses comme ça. C'est réellement une atteinte déjà à la personne, à sa famille, à ses proches. Ça provoque vraiment un tremblement de terre au sein de... C'est une catastrophe, c'est-à-dire de balancer des choses comme ça sans... Enfin, on a vu pire aussi. On a vu pire et je reviens ici. Oui, tout à fait. Juste une dernière chose. Oui. C'est en fait le jour où ce journal a publié en une qu'il y a eu la réaction de la présidence à travers donc l'APS, donc cette dépêche
qui a remis les choses en ordre. Yassine, ces gens doivent-ils répondre de tout ça devant la justice? Oui, c'est un état de droit. Madame Walfi est en mesure maintenant de déposer plainte auprès des juridictions et les gens qui ont colporté des informations fausses sur cette personne risquent fort d'être sanctionnés par la justice. Donc, mais il y a d'abord l'aspect moral. Absolument. Il y a un média que je ne veux pas citer. Il y avait en 2019 un homme d'affaires qui les a beaucoup aidés. Beaucoup de médias ont été aidés par cet homme d'affaires qui était à la tête d'un groupe industriel, le PSB. Le jour où il a été convoqué à la justice, il était en route vers le parquet de Ben Ramadan et on lui transmet une capture d'une... D'un tweet? Non, de la télé. Agel Ida. Il était en route, même pas arrivé au tribunal. Alors on a certains médias, mais ils cherchent le buzz, le sensationnel, sans savoir qu'ils portent préjudice à ces personnes-là. Absolument. Si l'information est vérifiée, elle est là, elle est vérifiée. Elle est publique, ensuite. Mais sinon, c'est immoral d'attaquer des gens comme ça. La course aux fausses coupes. Donc, c'est un peu ça. J'espère que les gens vont prendre conscience du mal qui peut atteindre les familles, les proches de ces personnes-là, parce qu'on l'a tous vécu. Il y a quelque chose qui devient une constante. قالوا حسني مات غناها على روحه هو ماشي ويقولوا حسني مات. C'est devenu une légende. هكذا تاني واحد خدام يقول لك il a démissionné ولا دوه للحبس. C'est comme tout à l'heure, on m'a transmis un message selon lequel le PDG de Mobilis a démissionné. Donc, jeudi après-midi, Nas Masrouin, fin de semaine, et ben, il n'y a pas où confirmer cette information. J'appelle les gens de Mobilis, on me dit que c'est vrai, il est arrivé le matin, il a travaillé un peu, il a quitté vers 11h, ça s'arrête là. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. J'appelle le groupe, le groupe GTA, ils ont un événement, donc on ne sait pas. Personne n'est en mesure de confirmer ou d'infirmer cette information, mais c'est pour dire un peu le vide qu'il y a. Quand il y a un vide comme ça et les gens sont hésitants, c'est qu'on ouvre les brèches pour ce genre d'informations. C'est comme d'ailleurs la PDG de Saïdan, à Kassam, ça fait plus de 10 jours qu'on a annoncé son départ, jusqu'au jour où ça s'est confirmé. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de mal qui a été fait par les médias, par les gens qui colportent un peu les ragots comme ça. Donc, j'espère qu'il y ait à l'avenir une transparence. Le parquet aurait pu expliquer tout ça. Telle personne suspectée d'avoir trompé dans telle et telle affaire, et les gens, ils sont cadrés. Même les médias. Communication institutionnelle. Et voilà, le cas, je ne me rappelle pas, je compte les frères Almé ou la Manchar. J'ai fait enfin, j'allais m'acheter des cigarettes. كيوسك هكذا البراءة للإخوة علمي c'est-à-dire que
Enfin, ça concernait une affaire. Que ça concernait une affaire. Ils sont condamnés Oui, dans mais une autre affaire. واحد citoyen ما على بالوش يشوف كنتوا تقولوا عليهم عصابة اليوم براءة فهمونا. Enfin, surtout le Bara est à Milzi qui a fait un petit peu. Oui, mais Melzit aussi, c'est une affaire sur tant d'autres. Il est en liberté, Abdelhamid Milzi, il est en liberté. Bon, mais on ne conteste pas la justice. Non, absolument, c'est la justice de... Mais comment c'est transmis. Les frères Almi sont toujours en prison pour d'autres affaires, mais il fallait préciser qu'ils ont obtenu l'acquittement dans une seule affaire. Voilà, ils ont été acquittés dans telle affaire, mais ils doivent purger telle et telle ils ont été déjà condamnés définitivement à d'autres peines. Voilà, donc c'est un peu ça le colportage et la transmission de l'information qui fait un peu mal dans ce pays. En fait, je pense, Tarek, je pense que cette histoire de diffamation et d'acharnement de certains médias, c'est un sujet très long qu'on doit débattre dans toute une émission, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça. On a vu ce bout de flécha, on a vu certaines chaînes, certains journaux, ils sont illustrés d'une manière vraiment abominable dans les attaques. Et donc, je pense qu'on doit... Non, il y a un gros problème. Actuellement, le problème, il est le suivant. Nous avons une presse. D'accord. En fait. Nous avons une presse avec des professionnels, avec des gens identifiés, reconnus. Pourquoi l'opinion publique ne s'intéresse pas à ce qui s'écrit dans cette presse, d'accord, et va chercher de l'information chez ces gens qui sont à l'étranger. Il y a la crédibilité aussi. Il y a la crédibilité, il y a la liberté de Mais temps. parce que justement, c'est la crédibilité. La presse, c'est une question de crédibilité. Et de donc, liberté aussi. on a toutes, et de liberté. De liberté ça aussi. va ensemble. Mais je parle de la relation qu'il y a entre un média, un journaliste et l'opinion publique, c'est la crédibilité. Après, la liberté, ça concerne surtout les médias, le mode de fonctionnement des médias et des journalistes. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est prêt à renforcer justement la liberté des médias algériens pour leur donner plus de crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique, ou alors on va faire en sorte de laisser les situations qui manquent là, et les gens vont nécessairement aller chercher de l'information ou de la rumeur chez des gens qui sont à l'étranger et qui sont là pour créer des problèmes. Merci beaucoup pour toutes ces interrogations. C'est les mêmes interrogations que nous posons, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Non, c'est pas du... On va traiter... Il est en train de nous censurer. Non, c'est pas ça. On va essayer de traiter cette question dans un autre numéro. Avant, parce qu'on a eu une information, Yacine, je pense que tu as un scoop pour nous aujourd'hui. L'enquête sur Emetal, elle se poursuit. La dernière fois, tu as annoncé de probables arrestations. Enfin, il commence à sourire. Tu le disais tout à l'heure, je suis presque dans ce déni. C'est-à-dire l'acharnement. Au départ, j'ai annoncé l'arrestation du premier lot des responsables d'Imetal, puis un deuxième lot où ils étaient 5 premiers lots, ils étaient 22, mais 5 ont été mis sous mandat de dépôt. J'ai cité même Al-Rim, j'ai dit qu'il y avait un fleuron, mais le top management d'Al-Rim n'était pas à la hauteur. Et c'est ce qui a nécessité un peu... Enfin, sa gestion a nécessité l'ouverture d'une enquête et qui a abouti à des arrestations, des suspensions de cadres de Al-Rim. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont inconscients dans ce groupe-là, le groupe Imetal. دخلوا ما دخلوا الحباس صرا ما صرا mais il y a des gens اللي ما يحشموش. Dans quel sens? Il y a encore des cadres dans ce groupe Imetal qui considèrent qu'ils sont au-dessus de la mêlée, ils ne sont pas redevables devant la justice. Avec tout ce qui se passe dans le bâtiment métal,
on n'a plus un PDG ou un DG au niveau de... On a un empereur. Et il se permet de limoger le directeur de Batimétal Réalisation d'un seul coup. Pourtant, le directeur de Batimétal Réalisation, Bakat Bilqasem, c'est connu, c'est un gars, un bosseur qui a fait beaucoup de résultats. Sur un coup de tête, on décide de le limoger, de le ramener comme conseiller, une voie de garage menée. Eh bien, il y a des milliers, enfin pas des milliers, des centaines de sous-traitants qui réclament leur dû depuis des années. Et ils commencent à se rassembler les derniers temps devant le siège de Batimétal. Au lieu d'aller les affronter et essayer de trouver des compromis avec eux, la direction de Batimétal est en train de jouer les divisions entre ses sous-traitants en promettant de payer certains et d'envoyer le reste vers des calendriers et autres. Donc, Yassine, s'il vous plaît, parce que nous sommes obligés de passer une page de publicité. On va revenir tout de suite pour plus de détails sur cette affaire de Batimétal et Imital. Mesdames et messieurs, restez avec nous, ne partez pas très loin, on revient après une page de publicité. Rebonsoir, bienvenue encore une fois à votre émission Angle Mort. Yassine Merzougui nous parlait de Imital et de Batimétal. Donc Imital est sous une enquête. Donc d'autres révélations, d'autres... Non, ce n'est pas une question de révélation, c'est un appel à la conscience. C'est-à-dire qu'il y a des responsables qui font tout pour aller en prison. Au lieu d'affronter des problèmes, essayer de trouver les solutions aux problèmes posés, non. Ils s'acharnent en pensant واحد يقول لك أنا تاكل واحد داير اللوندي من قبل. Il y a des gens qui pensaient être protégés. Intouchables, et bah, voilà le résultat. J'espère que les choses vont aller mieux dans ce groupe parce que c'est un groupe qui est pratiquement en ruine. Il n'y a que Fondal. C'est-à-dire sur l'ensemble de la composante du groupe, il n'y a que la filiale Fondal qui a échappé aux soupçons de malversation et de dilapidation de biens publics. Donc c'est ce qu'on voit, on essaie de les aider, Alpha Pipe, Altumet, Hadou Kamel, mais il y a un cumul de problèmes et là il faut qu'il y ait un sursaut au niveau du groupe là. Que ce soit du point de vue top management, que ce soit au niveau des travailleurs, il faut qu'il y ait un sursaut pour essayer de sauver les meubles au niveau de ce groupe. Et je pense qu'il faut aussi un sursaut patriotique pour lutter contre la corruption qui a gangréné pratiquement tous les secteurs. Il n'y a pas que la corruption, des fois c'est la mauvaise gestion. Enfin, la mauvaise gestion aussi, elle peut être un tremplin pour bien passer de mauvaise gestion à la corruption. Non, mauvaise gestion, c'est-à-dire que au niveau de ce groupe-là. Ils ont fait une petite promotion, belle vue sur mer, un endroit chbab. Enfin, zid un étage, jusqu'au point où maintenant, cette promotion immobilière de Batimétal gêne le passage du téléphérique. Soit on est obligé de détruire l'immeuble de Batimétal, soit de détourner le téléphérique quand même. Et ça, c'est pas... Yassine, mais pour le moment, quand on dit mauvaise gestion qui mène à la corruption, on ne sait pas pourquoi
Pourquoi il y a autant d'étages aussi dans cette Oui, promotion? c'était العصابة المعالم يعيط لك اكس ولا يقرك يقول لك بون زيد ان ايطاج وليد وروح خالتي. لتحت الولاية يعطوا لك البيرمي دو كونستروير ميزاجور وهذاك لو بارون عزوخ ولا ما على باليش تعمان ولا مينيستر دو لاندستري ولا ما على باليش عطيلو يعني طاج je me rappelle pas avec c'est incroyable j'ai essayé de voir un peu les locataires واحدة ما هي متزوجة في الإيطاج كاع سادير اللي موش متزوج في هاد البلاد يروح ليطاج هذاك خلاص إلا صحت له وحدة من البنات هذوك خلاص لي سوفي ابي يعني شوف الهبال هذا دونك سي بور سا كو جو دي le groupe Batimetal, enfin pas Batimetal, le groupe Imetal a besoin de quelqu'un de très fin, quelqu'un qui sait faire fonctionner. Et quelqu'un de courageux aussi pour affronter tout ça. Hein. Oui, d'abord tu as dit que courageux pour accepter le poste. Parce que c'est un poste à haut risque. Donc c'est déjà pour accepter le poste, essayer de remettre les choses dans leur contexte naturel, c'est pas facile. Merci Yassine. Talak, tu voulais dire quelque chose à propos de ça? À propos de la corruption. Oui, à propos de la corruption. Il y a des lois, il faut les appliquer. C'est tout. La loi de 2006. Il ne faut pas revoir la loi de 2006. Faut-il la revoir? Est-ce qu'il faut la revoir? Bien sûr, il faut la mettre en adéquation. Il y a aussi de nouvelles techniques de corruption, donc il faut effectivement faire en sorte que cette loi soit mise à jour et aussi surtout appliquée. Déjà, dans son contenu, déjà, si on l'applique réellement, on peut avoir des résultats. Il y a une urgence à revoir cette loi de 0106, la loi anticorruption. Maintenant, on a des banques publiques qui vont accéder en bourse. Ça va ouvrir le capital. Il y a une loi universelle qui concerne la gestion de la bourse. C'est le délit d'initié. C'est-à-dire, اليوم أنا عندي un ami يخدم في la BNA ولا la BDL ولا قال سي كوا البيلون تريمستريال نتاعكم مليح يعطيك الانفورماسيون يعطيني الانفورماسيون C'est le délit نروح d'initié. نشري les actions BDL خلاص une fois publié le bilan je les revends avec une plus-value jusqu'à ce jour il n'y a pas un article de loi qui sanctionne tout à fait. Le délit d'initié. De secret de délit d'initié. Donc ça doit impérativement accompagner l'introduction en bourse de ces banques publiques. Et quand on parle de banques publiques, imagine que le fils à Benflis cahier des charges d'une compagnie باش يشريو الطيارات. يعني pour des miettes, les compagnies étrangères peuvent bénéficier d'avantages colossaux. إلا هنا كيف تجي une entreprise étrangère ou un opérateur étranger على بالو بلي سي بي راهو en difficulté il va rafler 15% du capital. ومن بعد يولي لنا فرعون. علاش؟ باسكو واحد خاين بياع بون هو ils ne sont pas traîtres. Du moment qu'il a vendu une information, et puis il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de cadre légal pour le sanctionner pour lui. درت business, دبرت une information, بعتها un opérateur وتحبسته. Mais le nombre de dégâts, شوفوا اليوم Goldman Sachs, la plus grosse banque au monde, qui a racheté pratiquement 10% du capital des entreprises du CAC 40 en France. 10%. شربوهم المرار. اليوم le français ما بركش عينيه devant Goldman Sachs. قالوا شنو؟
Tu dois mettre à la porte 4000, 5000 employés. على باليش بهم. نهار ماكرون زعما فرعون وسردوك قالوا on va quitter la Russie. Eh ben, les gens de Goldman Sachs ont appelé le PDG de Total. Écoute, fasse-moi, monsieur de Marjorie, c'est le PDG de Total. Eh ben, on lui dit que ton capital est détenu par Goldman Sachs, pas par l'Élysée ou là, par Macron. Donc toi, tu es président exécutif, tu exécutes les directives des propriétaires. Absolument. Donc avec 10%, imagine واحد يدخل ما يحبناش يدخل là qui est 15% d'une banque algérienne. وين نروحوا بها من بعد؟ Donc c'est un peu ça, la loi 0106 concernant la lutte contre la corruption doit être adaptée en fonction... Merci. Sinon, on clôt le dossier de la corruption. On va essayer d'aborder un petit peu un sujet international. Cette semaine, il y a la Chine qui s'est illustrée d'une manière vraiment magnifique, disons. Enfin, une offensive diplomatique qui a fait quand même bouger les lignes, notamment au Moyen-Orient. C'est grâce à la Chine que l'Iran et l'Arabie Saoudite se sont réconciliés, les Houthis, les Saoudiens, et même grâce ou à cause de la Chine que la France a pris position. Que Macron s'est attaqué aux États-Unis. Macron est revenu de Pékin totalement changé. Ensorcelé. Totalement. Tayyara, il a donné donc une interview où il a pris, c'est-à-dire c'est vraiment la première fois depuis des décennies qu'un président français, au-delà de la parenthèse Chirac avec l'invasion de l'Irak, mais où un président français dit oui, mais nous, on doit quand même avoir une certaine indépendance. Nous sommes européens, et en fait, ça a été dit sur l'affaire de Taïwan, en disant on ne peut pas aller Taïwan pour nous engager. On a déjà trop à faire en Ukraine, etc. Et ça, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est la conséquence de ce voyage en Chine, la prise de conscience du président français de la puissance chinoise. Donc, une semaine, j'ai vu au moins 3 ou 4 vraiment opérations chinoises qui montrent la puissance, la machine diplomatique et la machine sécuritaire et la puissance aussi financière de la Chine. Il y a le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Adil Loula, qui s'est concrétisé à Pékin, au moment où Macron était sur place. Il y a aussi ce qui s'est passé entre les Saoudiens et les Houthis. Et quand on dit Saoudiens, les Émirats aussi vont suivre. C'est-à-dire qu'automatiquement, les choses vont se calmer. Il y a le coup de force à Taïwan, avec l'encerclement de l'île et le revirement de Macron. Et là, on peut, c'est-à-dire à travers ces dossiers, on peut voir réellement la puissance de ce pays qui est la Chine. Et je pense que ce n'est qu'un début. C'est-à-dire il faut s'attendre à des opérations. Il y a une nouvelle géopolitique, il y a une nouvelle. Ça, c'est certain. À de nouveaux équilibres qui se dessinent. Oh, il ne le cache pas. Enfin, il ne se dessine pas, il se concrétise, non? Il se concrétise. Le président Xi Jinping ne cache pas depuis pratiquement 4 ans qu'il annonce la récupération de Taïwan. Maintenant, on est en phase préparatoire pour la récupération de toute façon de Taïwan. C'est un message clair. Si vous voulez la guerre économique, je peux m'allier avec le Proche-Orient et les monarchies du pétrole pour faire beaucoup de tort aux États-Unis et aux Européens. Si vous voulez la guerre, je suis là, je suis capable d'anéantir toute l'île. Si vous voulez une
une solution politique. Une suprématie Nous chinoise. sommes pour la Chine unie, c'est-à-dire que Taïwan est composé d'un peuple d'origine chinoise et que réunifier les deux peuples n'est pas un crime, sauf qu'il dérange les intérêts des Occidentaux et tout. Donc c'est un peu ça, la Chine maintenant, elle est en position de force pour imposer le retour à la maison de Taïwan, mais pour le reste, il ne faut pas se leurrer avec les problèmes du Japon, des Philippines, de la Corée du Sud. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Jusqu'à ce jour, la Chine a démontré que ce n'est pas une nation expansionniste. Ils veulent tout juste récupérer leurs îles, les petites îles là à côté, dans le détroit de Chine, et puis Taïwan. C'est tout. Ils n'ont pas l'intention d'aller se battre. Merci Yassine, merci beaucoup. Japonais. Une autre information qui mérite quand même qu'on s'y attarde, c'est la décision de la Cour pénale de Paris de débouter le Maroc dans sa décision. Enfin, la Cour de Paris elle a décidé de l'irrecevabilité de la plainte déposée par le Maroc contre des médias et des organisations, des ONG comme Amnesty, Forbidden Stories aussi, et des médias français qui ont dénoncé, enfin qui ont révélé d'un côté, et d'autres qui ont dénoncé l'utilisation du mouchard Pegasus, l'affaire Pegasus. Enfin, on s'attendait à ce que le Maroc soit débouté de cette manière, surtout par la Cour d'appel de Paris. Mais cette décision de justice arrive à un moment où les relations entre Paris et Rabat sont vraiment très mauvaises. Enfin, on commence d'abord, Tarek, si tu as des rappels à nous faire sur cette affaire Pegasus, parce que c'est 10 000 personnes qui ont été ciblées par ce mouchard. Oui, alors, c'est des centaines de responsables, de journalistes, de hauts responsables. De hauts responsables. On pense notamment à Macron, son Premier ministre. Et Pedro Sanchez. C'est-à-dire, absolument. C'est grâce à Pegasus que les Marocains ont fait pression sur le Premier ministre espagnol pour qu'il y ait ce revirement concernant la question du Sahara occidental. Absolument. Les Français aussi, parce qu'il a été prouvé... Pas que aussi, ils ont utilisé aussi les migrants pour faire aussi pression sur... Oui, mais bon, là, ils se sont quand même attaqués à lui, directement, et son épouse. Ils savent exactement ce qu'ils avaient dans leur smartphone. Donc, au Malabel oui. Il y a des choses que le couple Sanchez voulait cacher et ils ont fait pression sur ça. Et ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas des ragots. C'est attesté par les services de renseignement espagnols, parce que l'affaire Pegasus a créé vraiment, c'est devenu une question de sécurité nationale en Espagne. Non, même en France. Même en France. Oui, même en France. Mais en Espagne, ça a pris d'autres dimensions. C'est-à-dire que la responsable des services de renseignement a été limogée. Il y a eu énormément de choses qui ont beaucoup changé en Espagne. Et le rapprochement entre Madrid et Rabat, c'est un rapprochement préfabriqué qui, à la base, est le fait de ces informations qui ont été puisées sur les smartphones des responsables espagnols. Donc, les Marocains ont réagi en déposant plainte contre les médias et les organisations qui ont... Amnesty, Forbidden Stories, qui ont rapporté donc la réalité de l'utilisation de ce... Et dénoncer aussi. De ce logiciel espion, donc de NSO, donc cette firme israélienne. Et donc il y a eu cette plainte qui a été déposée contre ces médias et ces organisations, et finalement le Maroc officiel a été débouté par la justice française. Yassine, un commentaire sur cette histoire Pegasus, que certains pensaient que l'histoire de l'affaire de Pegasus est terminée, finalement, elle ne fait que commencer. L'histoire de Pegasus, je pense que c'est pour amuser la foule, c'est pour amuser les enfants. Non, c'est toutes ces histoires de sécurité. Je crois que les médias occidentaux veulent nous mener vers un couloir
on doit faire un abcès de fixation sur Pegasus. Or, c'est comme quelqu'un qui regarde une maison, il oublie la porte et fait attention, il se concentre juste sur les pommelles. ننساو الباب ونروحو نتبعو الرزاز. C'est un peu ça. Alors, on oublie Pegasus, on oublie les Marocains, المخزن التراوين تاعهم. On revient à quelque chose de fondamental. Avant ça, dans les années, début des années 2000, il y avait pratiquement 2 systèmes de sécurité dans les smartphones. Il y avait BlackBerry, si vous vous rappelez. Ils avaient leur propre, c'est une société canadienne qui avait son propre modèle de sécurité des données de l'utilisateur. Autant les Américains, Saoudiens, quand on a les données, on doit avoir accès aux données. Tout était centralisé chez eux. Donc, abattu. Le reste qui était là sur le marché, tous les smartphones qui étaient sur le marché, ils avaient un seul système de protection. Ce système de protection est conçu et commercialisé par une société qui s'appelle Checkpoint. Checkpoint, c'est simple. C'est une multinationale qui a 2 bureaux. Un bureau à Tel Aviv et un bureau à Los Angeles. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour ça. Il y a eu les Chinois de Huawei qui ont commencé à chercher leur propre système de protection. Chef Huawei interdit aux États-Unis, interdit presque à 90% sur la 5G en Angleterre. Pratiquement, قال لا جيب smartphone تاعك qui est protégé par la firme israélienne, مرحبا جيب لي تاع هواوي شينوا ما تجيش باسكو اللي باع لك لافاشيت صعيب عليه يخدم المفتاح. Donc c'est un peu ça. Donc on oublie Pegasus, on oublie هاد اللعب الدراري. Il faut qu'on soit conscient des risques qu'il y a. Donc actuellement le smartphone c'est une bombe entre les mains son utilisateur. Il faut faire très attention. واحد ما يلعبها فاهم قال نو جي انتي فيروس. Restons dans le sujet, pas le sujet des smartphones, le sujet du Maroc, parce que Le Figaro a publié un document cette semaine, c'est ça, cette semaine. Donc il a parlé il a parlé un peu plus profondément de la relation entre le Maroc et la France. Donc il a fait des révélations quand même surprenantes, notamment concernant la relation entre le roi et Emmanuel Macron. Donc c'est un dossier que tu as repris dans ton journal e-Bourse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, Le Figaro, quand même, qui est un journal sérieux, de droite, sérieux, a disséqué les relations entre le Maroc et la France, et en expliquant que jamais dans l'histoire des deux pays, elles ont été aussi mauvaises. Et en fait, ils ne disent pas toute la réalité, puisque les relations commencent à se dégrader, non pas du temps de Macron, oui, mais du temps bien avant, c'était surtout du temps de Hollande. Il y a eu une affaire où un média proche du Marzen avait fait des divulgations sur un agent français de la DGSE qui était en poste à Rabat. Et à partir de là, les Français en ont voulu énormément aux Marocains. Et il y a eu, pendant des années, des documents classés confidentiels, secrets marocains, qui ont été divulgués sur Twitter par
un personnage, personne n'a su ce que c'était, mais il s'est avéré que c'est effectivement la DGSE qui faisait en mesure de représailles contre les Marocains. Mais depuis, les relations entre les deux pays n'ont pas cessé de se dégrader, avec en plus l'affaire Pegasus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, quand Trump, en décembre 2020, décide de reconnaître la pseudo-marocanité... Enfin, négocie sa reconnaissance. Non, Trump a tweeté, a dit, oui. Voilà, nous reconnaissons la marocanité du Sahara occidental. C'était un deal, effectivement, pour que les Marocains... Les accords d'Abraham. Voilà, reconnaissent et normalisent leurs relations avec les Israéliens. Mais ce qui s'est passé, les Marocains étaient persuadés que, puisque les États-Unis, donc, qui sont au sommet de la pyramide, vont reconnaître la marocanité, donc il va y avoir un effet cascade, et que tous les autres pays occidentaux vont reconnaître aussi. Ou ils sont obligés de reconnaître. Ou qui sont obligés de reconnaître. Donc, Romain, c'était quoi? La France, l'Espagne, en premier lieu. Donc, il y a eu, et puis à un autre niveau, donc l'Allemagne et d'autres pays. Sauf que ça ne s'est pas fait. Les Français, les Français ont pratiquement dénoncé le geste de... Enfin, dans le même dossier, le Figaro a fait parler la Tunisienne. Oui, Mohsin Finane, elle a parlé de diplomatie que les Marocains n'arrivent pas à comprendre. Bien sûr. Des positions, ils ont pris des propos positions. diplomatiques. En fait, il y a une situation de dégradation, c'est-à-dire même de la compréhension de ce qui se passe dans le monde de la part des Marocains qui est flagrante. C'est pour ça qu'ils utilisent d'autres moyens de pression, drogue, migration, donc migration clandestine, illégale. Prostitution. Ça, c'est un autre dossier, mais qui est vraiment du côté plus avec les pays arabes, avec les pays du Golfe. Il y a même des soupçons de terrorisme. Espagne, donc il y a certains dossiers avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Et tout ça pour dire que finalement, même Israël, c'est-à-dire qui est devenu leur propre principal partenaire, etc., même eux ne reconnaissent pas la marocanité du Sahara occidental. Donc, finalement, ils se sont fait avoir sur tous les plans. Il y a un mot sur ça, sinon... Les Marocains n'arrivent pas à construire quelque chose de structuré mentalement, psychologiquement, politiquement. C'est un mal nécessaire à nos frontières. Eh bien, restons sur ça. Le Maroc, c'est un mal nécessaire sur nos frontières. Merci beaucoup, Yassine, pour ça. Je reviens à une dernière question parce qu'on est un petit peu pressé. Cette histoire de fuite de documents secrets aux États-Unis. Ça, c'est la pire des catastrophes qui sont arrivées aux États-Unis depuis ces 10 dernières années. Des fuites de documents, donc secrets. Il y a une personne qui est rentrée, qui a pris des documents, les a mis à plat, les a photographiés et les a divulgués sur des plateformes de jeux, de discussions de jeux, des réseaux sociaux, etc. Comme une américaine, de la situation. Eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre, il y a un grand malaise. Ça n'a pas été fait. Et alors, en plus, c'est-à-dire il y a même des informations qui concernent bien sûr l'Ukraine et aussi même c'est-à-dire des partenaires de premier plan des États-Unis, notamment l'Égypte, dans un des documents qui accuse l'Égypte d'avoir l'intention de fournir des obus à la Russie. C'est vraiment, c'est parti dans tous les sens. Sur ce qui est artistique dans tout ça, au-delà des fuites, ça arrive partout dans le monde. Des fois, c'est médiatisé, des fois, c'est tout fait à l'œuvre. Mais des fois, c'est des fuites organisées. Les Russes disent non, c'est des fuites organisées. Voilà, non, au-delà. Ce que l'artiste qui a pu manipuler certaines informations. Et sans laisser de traces, on n'arrive pas à distinguer et puis c'est un artiste, il faut lui tirer le chapeau. Peut-être que c'est un Chinois. Je ne sais pas, mais il faut lui tirer chapeau.
C'est-à-dire que les Américains avec des documents américains, effectivement. c'est-à-dire que les Coréens ils contestent l'espionnage. La Corée du Sud est un allié des États-Unis et la CIA espionne les cadres de l'armée coréenne. Pareil pour le Mossad. Pareil pour les Anglais, les Britanniques دخلوهم في بعضهم والتكتوكة هذاك مع العجوز الخرفان اللي عندهم بايدن هذاك مسكينة صونا. Je me demande comment il va s'en sortir. Merci Yassine, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne SLM TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.